Si tu sens que tu ne peux pas lâcher prise avec quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es faible ou incapable, mais parce qu'il existe des schémas dans ton esprit que tu peux transformer. Oui, ces schémas ont une explication et une solution, et à la fin de cette vidéo, tu auras une compréhension approfondie d'eux, ainsi que des stratégies pratiques pour rompre ces liens qui t'ont retenu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mécanismes psychologiques et émotionnels qui peuvent te maintenir ancré à quelqu'un qui t'a blessé. Nous aborderons les idées de psychologues reconnus, de Freud à Rolando, qui, par leur contribution, nous aideront à avoir une perspective fraîche et claire. Ce processus d'apprentissage sera un voyage vers ta propre compréhension émotionnelle, où tu découvriras des aspects de ton attachement que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans un sujet qui affecte de nombreuses personnes et qui constitue souvent l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure, la raison pour laquelle tu ne peux pas laisser partir quelqu'un qui t'a blessé. Ce thème touche probablement les profondeurs de tes émotions, et durant cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'attachement à une personne qui t'a fait du mal peut être si difficile à relâcher. Pourquoi, malgré des expériences douloureuses, il te semble presque impossible de laisser partir et d'avancer. Ici, tu trouveras les réponses. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras pourquoi il est si difficile de laisser partir celui ou celle qui t'a blessé, mais tu découvriras également comment libérer ton esprit et ton cœur. De plus, je te donnerai des outils puissants pour commencer ce processus de guérison et enfin avancer vers un état de paix. Si tu as déjà ressenti que tu es piégé dans un cycle de douleur émotionnelle, cette vidéo sera une lumière pour t'aider à en sortir. Donc, si tu es prêt à comprendre les raisons profondes de ton attachement, reste avec moi pour cette exploration. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Commençons. Je veux que tu te poses quelques questions. Crois-tu que la façon dont tu as été aimé ou traité durant ton enfance influence le type de partenaire que tu attires? As-tu remarqué que d'une certaine manière, les personnes que tu choisis reflètent des aspects des relations que tu as vécues durant tes premières années? Pense à cette personne dont il te coûte tant de te détacher, celle qui semble avoir un lien invisible avec toi, malgré la douleur qu'elle peut te causer. Quelle connexion existe-t-il entre ce lien actuel et la façon dont tu t'es lié à tes parents ou à des figures importantes de ton enfance? Si tu n'y avais pas pensé jusqu'à présent, prépare-toi, car ce que je vais te dire pourrait te faire réfléchir. La revanche de l'enfance peut être plus réelle que ce que nous pensons. Les expériences que nous vivons dans nos premières étapes de vie, surtout celles qui sont difficiles ou traumatisantes, finissent par façonner notre perception de la réalité et nos relations affectives. D'une certaine manière, ce qui se passe durant ces premières étapes laisse une empreinte sur notre être que nous continuons à tenter de réparer dans le présent, bien que ce soit de façon inconsciente. Ce cycle de répétition, cette tentative de réconcilier le passé avec le présent, est ce qui peut te maintenir ancré à quelqu'un qui te fait du mal, mais qui, d'une certaine manière, remplit les vides laissés ouverts durant ton enfance. Si tu penses aux personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie, tu remarqueras probablement qu'il existe des schémas communs dans tes relations actuelles. Robin Norwood, dans son ouvrage « Les femmes qui aiment trop », décrit comment les expériences non résolues de l'enfance, telles que le rejet ou le manque d'attention, nous conduisent à rechercher, dans notre vie adulte, des relations qui reproduisent ces mêmes dynamiques, comme si nous essayions de trouver une solution que nous n'avons jamais eue dans le passé. Ce schéma de répétition n'est pas exclusif à une seule étape de la vie. En fait, il peut surgir de relations avec des personnes significatives à tout âge. Cependant, beaucoup de ces conflits remontent à notre relation avec nos parents. Pour certains, les blessures émotionnelles proviennent de la figure maternelle ou paternelle, ce qui se traduit ensuite par la recherche de liens avec des personnes qui évoquent ces aspects non résolus, tentant de combler ce vide qui reste sans fermeture. Par exemple, si tu as grandi avec une mère absente ou distante, il est probable qu'à l'âge adulte, tu te sentes attiré par des partenaires qui reproduisent cette froideur ou ce détachement émotionnel. Cette connexion inconsciente est ce que Robin Norwood a décrit comme l'amour qui fait mal. Une addiction aux relations où le rejet ou l'indifférence active nos peurs et nos manques les plus profonds.
C'est comme si l'inconscient croyait que si nous parvenions à faire en sorte que cette personne nous aime, nous guéririons enfin notre enfance. D'autre part, lorsque la figure paternelle ou maternelle était autoritaire ou contrôlante, l'impact sur notre personnalité peut être très marqué. Celui qui a grandi sous l'ombre de cette domination a tendance à minimiser son moi intérieur, adoptant un rôle soumis face à ses partenaires. À l'âge adulte, on recherche des relations où l'autre exerce un contrôle similaire, reproduisant cette dynamique de mission et de domination vécue durant l'enfance. Ce cycle peut être douloureux, mais il est également incroyablement difficile à briser sans une profonde autoconscience. Le comportement autosuffisant, par exemple, est souvent une réponse à une figure maternelle ou paternelle absente. Dans de nombreux cas, si l'un des parents s'est désengagé émotionnellement, l'enfant peut grandir en assumant des rôles d'adulte et en prenant les rênes de responsabilité qui ne lui revenaient pas. Lorsque cette personne atteint l'âge adulte, elle peut trouver difficile de montrer sa vulnérabilité ou de faire pleinement confiance à son partenaire. L'autosuffisance devient alors un mécanisme de défense face à la peur de l'abandon. Dans des situations comme celle-ci, la personne peut trouver très compliqué de laisser partir quelqu'un qui active ces mêmes sentiments d'insécurité et de détachement, car au fond, elle essaie encore de guérir cette blessure infantile non résolue. Mais, comme le dirait Robin Norwood, c'est un effort vain que d'essayer de combler le vide du passé à travers une relation présente sans une exploration consciente de ses blessures. Ce cycle se répétera sans cesse. C'est ici qu'il faut commencer à se demander comment briser ces schémas qui sont devenus une partie de notre identité émotionnelle. Le premier pas consiste à identifier les besoins qui ont été ignorés ou réprimés durant ces années où nous étions enfants. Peut-être avons-nous cessé d'être des enfants au sens émotionnel, renonçant à nos émotions pour jouer un rôle. Peut-être as-tu adopté le rôle du protecteur ou de l'enfant mature, abandonnant ton besoin de soins et d'amour. En ignorant nos propres besoins, ces carences restent latentes, attendant d'être satisfaites dans une relation adulte. C'est l'un des motifs pour lesquels il est si difficile de se détacher d'une personne qui nous blesse. D'une certaine manière, cette personne incarne l'espoir de combler ces vides laissés par notre enfance. Cependant, en nous accrochant à ce type de relation, nous ne faisons que perpétuer le cycle de douleur. Robin Norwood explique que le premier pas pour rompre ce cycle est de reconnaître comment nos relations actuelles reflètent nos premières expériences affectives. Si nous parvenons à faire cette analyse de notre vie émotionnelle, nous pourrons commencer à voir clairement comment ces schémas agissent dans notre présent, nous empêchant d'avancer. En prenant conscience de ces schémas, tu peux commencer à guérir la racine de tes relations actuelles et enfin te libérer. Il est possible que tu te demandes comment commencer à guérir ces aspects de toi-même et éviter de tomber dans des relations qui répliquent ces schémas douloureux. La clé est de confronter ces blessures infantiles et de comprendre quelles émotions ou besoins tu as mis de côté en jouant un rôle qui ne te correspondait pas. C'est un processus difficile mais essentiel pour que tu puisses finalement rompre ces liens inconscients qui te retiennent dans le passé. À ce stade, il est important de mentionner une approche qui sera fondamentale dans l'étape suivante. La docteure Nicole Lara, dans l'une de ses vidéos, aborde comment guérir ces blessures périnatales et d'enfance qui sont restées ouvertes. Son travail t'aidera à comprendre les premières étapes que tu peux franchir pour te réconcilier avec ces expériences passées et alléger le poids émotionnel qu'elles entraînent. Nous explorerons plus en profondeur ces stratégies et comment tu peux les appliquer dans ta vie. Il y a 5 étapes pour guérir la blessure du père et nous allons les passer en revue maintenant. La première étape consiste à écrire une note ou une lettre à ton enfant intérieur. Tout d'abord, réfléchis à ton enfance et à toutes les expériences que tu as vécues, ainsi qu'aux choses dont tu avais besoin ou que tu voulais de ton père, mais que tu n'as jamais reçues. Prends un papier ou un carnet dans un endroit sûr et quelque chose pour écrire. Maintenant, utilise ta main non dominante. Si tu es droitier, utilise la gauche. Si tu es gaucher, utilise la droite. Fais-le sans te juger, sans censure, sans te soucier de l'apparence. Prends le temps d'écrire à ton enfant intérieur, permettant à cet être en toi, qui a vécu ces expériences, de savoir qu'en tant qu'adulte, tu comprends non seulement ce qui lui est arrivé, mais que maintenant, tu peux lui promettre que tu es là pour le soutenir. Reconnaître ton enfant intérieur et honorer son expérience initie le processus de guérison. Bien sûr, pour beaucoup,
Cela prendra du temps pour réfléchir et écrire, et nous pourrions nous sentir accablés. Peut-être aurons-nous besoin de faire une pause. Écrire la lettre ou explorer notre passé en travaillant avec l'enfant intérieur fait surgir des émotions intenses, et c'est normal et naturel. Va doucement et assure-toi de prendre soin de toi pendant le processus. Ne te précipite pas à passer cette première étape. Il est possible que tu ressentes que la douleur que quelqu'un t'a causée dans le présent est profondément ancrée dans quelque chose de plus. Peut-être te trouves-tu à répéter des schémas de relations nuisibles ou à avoir besoin de la validation de personnes qui ne te valorisent pas. Cela, bien que difficile à accepter, a une base émotionnelle dans ce que tu as vécu pendant tes premières années de vie. Nos expériences précoces nous marquent de manière inconsciente et peuvent influencer la façon dont nous nous rapportons aux autres. Les psychologues John Bowlby et Mary Ainsworth ont développé la théorie de l'attachement, qui explique comment le traitement que nous recevons dans l'enfance façonne nos relations et notre perception de nous-mêmes. Si tu as du mal à laisser partir quelqu'un, il est possible que ce schéma d'attachement soit actif, ancré à des expériences qui n'ont pas encore guéri. Pour commencer à guérir cette connexion avec notre passé, et en particulier avec l'enfant intérieur qui porte ses blessures, il existe une technique puissante qui peut t'aider à reconnaître, accepter et libérer ses sentiments. La docteure Nicole Lapera recommande d'écrire une lettre à ton enfant intérieur, un exercice qui peut sembler simple, mais qui a un impact profond sur notre esprit et notre cœur. En écrivant cette lettre, non seulement tu reconnais ce que tu as ressenti lorsque tu étais petit, mais tu donnes aussi une voix à cet enfant qui réside encore en toi, portant des émotions non résolues. Robin Norwood, auteur de « Les femmes qui aiment trop », souligne également comment le manque d'amour pendant l'enfance peut nous amener à rechercher des relations dans lesquelles nous essayons de combler ce vide. Cet exercice d'écrire une lettre à ton enfant intérieur est un outil pour stopper ces schémas et commencer à guérir. En écrivant à cet enfant, tu te permets d'accepter ce que tu as vécu et de commencer à libérer la douleur accumulée. Cette pratique n'est pas seulement un acte d'amour de soi, mais aussi d'autocompassion, une façon de donner à ton enfant intérieur l'amour qu'il n'a peut-être pas reçu à l'époque. L'importance de cet exercice est inestimable. Aaron Beck, dans sa thérapie cognitive, explique que nos croyances sur nous-mêmes influencent les relations que nous établissons. En écrivant à ton enfant intérieur, tu peux changer ces croyances limitantes qui sont nées de ton enfance. C'est le premier pas pour changer les schémas de dépendance émotionnelle et commencer à construire des relations saines. Dire à cet enfant qu'il n'a pas besoin de gagner l'amour de qui que ce soit est libérateur et nous permet de rompre avec le besoin de rechercher une validation extérieure. Écrire cette lettre est un acte de réconciliation. William James parlait de l'importance d'intégrer le moi essentiel et de l'accepter dans sa totalité. En écrivant, tu donnes à cet enfant l'opportunité d'être entendu, compris et valorisé. Voici un modèle de lettre que tu peux utiliser pour commencer ce processus de guérison. Tu n'as pas besoin de le suivre mot à mot. Utilise-le plutôt comme un guide pour exprimer tes propres sentiments et expériences. Modèle de lettre à l'enfant intérieur. Cher moi de l'enfance, je sais que tu as traversé de nombreux moments difficiles où tu as ressenti qu'il te manquait l'affection et la compréhension dont tu avais besoin. Je sais qu'à certains moments, personne ne te comprenait et que, bien que ce ne fût pas de ta faute, cela t'a fait te sentir seul et perdu. Parfois, tu as même pensé qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que si tu étais meilleur ou différent, tu serais digne d'amour. Aujourd'hui, je veux te dire que ce n'était pas vrai, que tu as toujours été et es précieux. Je tiens à te présenter mes excuses, car en grandissant, j'ai oublié de t'écouter et de te valoriser comme tu le méritais. J'ai commencé à te juger, à penser que tu devais changer pour être accepté. Je me suis convaincu que tu étais faible, que tu ne t'intégrerais pas dans le monde, et au lieu de te soutenir, j'ai essayé de te façonner en quelque chose que je croyais que les autres accepteraient. Je me suis trompé. Aujourd'hui, je sais que tu n'as pas besoin de t'intégrer ni d'être différent de qui tu es. Aujourd'hui, je t'accepte et reconnais que chaque aspect de ton être est unique et mérite d'être valorisé. Je sais que cela te fait mal lorsque les gens ne reconnaissent pas ta valeur, lorsque personne ne voit à quel point tu es spécial. Je veux que tu saches que peu importe si personne ne t'a invité à ces fêtes, si personne ne t'a envoyé un message pour savoir comment tu allais,
ou si parfois tu as ressenti que tu étais invisible. Rien de tout cela ne définit qui tu es, ni ce que tu vaux. Je veux que tu saches que pour moi, tu as toujours été suffisant. Je sais qu'auparavant, tu t'es accroché à des personnes qui ne te valorisaient pas parce que tu sentais que tu devais prouver que tu méritais d'être aimé. Je comprends que tu as sacrifié une partie de toi-même pour essayer de gagner l'acceptation des autres et je regrette que tu aies dû traverser cela. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tu n'as plus à le faire. Tu n'en as plus besoin de lutter, ni essayer quoi que ce soit. Tu es précieux tel que tu es, et personne n'a le droit de te faire sentir le contraire, mon cher enfant. Aujourd'hui, je veux que tu saches que la douleur est terminée. Aujourd'hui, je te donne la liberté de vivre sans les fardeaux du passé. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne, car tu vaux beaucoup, même si personne ne te l'a dit auparavant. Je suis ici pour te le rappeler. Bien que le monde extérieur ne te le montre pas toujours, je sais que tu es suffisant et que tu le seras toujours. Aujourd'hui, nous allons laisser le passé derrière nous et marcher ensemble vers une vie où tu te sentiras complet et en paix. Fin de la lettre. Cette lettre est un modèle que tu peux utiliser pour te connecter avec ton enfant intérieur et commencer le processus de guérison de ces blessures que tu portes. Selon Carl Rogers, cet acte d'acceptation inconditionnelle est essentiel pour la croissance personnelle. En écrivant cette lettre, tu ne donnes pas seulement à ton enfant intérieur l'amour dont il a besoin, mais tu te donnes aussi la permission de laisser partir la douleur qui a été présente dans tes relations actuelles. Écrire une lettre comme celle-ci permet à l'autocompassion de remonter à la surface, quelque chose qui peut être transformateur. Lorsque tu comprends ton enfant intérieur et que tu lui donnes l'amour qu'il n'a jamais reçu, tu reconstruis ta relation avec toi-même. En d'autres termes, Abraham Maslow, ce chemin mène à l'autoréalisation et à la paix intérieure. En guérissant cette partie de toi, tu commences à cesser de chercher la validation chez les autres et à construire des relations plus saines et équilibrées. N'oublie pas que guérir n'est pas un processus immédiat, c'est un voyage. La psychologue Elizabeth Loftus nous parle du pouvoir des souvenirs et de la manière dont ceux-ci influencent nos émotions et comportements présents. En écrivant cette lettre, tu transformes ces souvenirs, leur donnant une nouvelle signification et te permettant d'avancer vers l'avenir avec une base émotionnelle plus solide. C'est le premier pas pour briser les schémas d'attachement qui peuvent te limiter. En guérissant ta relation avec toi-même, tu ouvres la porte à une vie émotionnelle plus saine et libre des fardeaux du passé. As-tu déjà ressenti que certains aspects de ton enfance affectent encore ta vie actuelle? Sens-tu qu'il y a des sentiments ou des situations qui sont restés inachevés et qui continuent à résonner comme des échos du passé, t'empêchant d'avancer? Tu as peut-être remarqué cela dans la manière dont tu te relèves avec les autres, dans ta réaction face au rejet ou à l'abandon, ou dans le fait qu'à certaines occasions, tu cherches une validation externe pour te sentir précieux. Cela a-t-il un sens pour toi? Ces questions sont fondamentales pour comprendre comment l'enfant intérieur influence tes décisions et émotions actuelles. Que te dirait ton enfant intérieur si tu pouvais l'écouter maintenant? Imagine que cet enfant est toujours là, attendant que quelqu'un le valorise, l'écoute et le valide. Ce processus de reconnexion avec ton enfant intérieur est essentiel pour libérer les émotions qui n'ont pas pu être exprimées ni comprises à leur époque. Selon Carl Rogers, l'un des pères de la psychologie humaniste, l'acceptation inconditionnelle est la clé de la croissance personnelle. Il suggère qu'en acceptant chaque partie de nous-mêmes, y compris l'enfant intérieur, nous commençons un voyage vers l'autoréalisation et le bien-être émotionnel. Pourquoi est-il important de valider cet enfant que tu étais? Beaucoup d'entre nous portent un fardeau de culpabilité, de rejet ou de honte qui ne nous appartient pas. En regardant en arrière, nous pouvons constater que ces émotions sont le résultat d'expériences où nous n'avons pas pu exprimer ce que nous ressentions ou, d'une manière ou d'une autre, nous avons appris que nos sentiments n'étaient pas importants. Mais que se passerait-il si tu commençais à voir cet enfant avec compassion et sans jugement? La théorie d'Aaron Beck nous dit que nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde sont façonnées par ces expériences et que nous pouvons les changer en les confrontant et en les réinterprétant. T'es-tu déjà donné le temps de reconnaître les réalisations de ton enfant intérieur? Souvent, dans notre désir de laisser le passé derrière nous, nous oublions également de valoriser les bonnes choses que nous avons vécues ou atteintes durant notre enfance. Ces réalisations peuvent être petites ou grandes,
mais elles sont importantes car elles nous ont aidés à construire une image de nous-mêmes qui mérite reconnaissance. Elisabeth Loftus, dans ses travaux sur la mémoire, explique que la manière dont nous nous souvenons et valorisons nos expériences affecte profondément nos émotions. En mettant en valeur ces réalisations, tu donnes à cet enfant intérieur la reconnaissance qu'il n'a peut-être jamais reçue. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus de réconciliation avec l'enfant intérieur, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de pardonner et de laisser aller la douleur. C'est aussi un moment pour célébrer chaque accomplissement, chaque sourire, chaque pas que tu as fait dans ton enfance. Cela t'a amené ici et cela mérite d'être reconnu. Il y a peut-être eu des moments où tu t'es senti fier, des moments où tu as été courageux, ou même des moments où malgré tout, tu as décidé de continuer. Ce sont des réalisations qui méritent d'être mises en valeur dans le cadre de ton processus d'acceptation et de guérison. Quelles émotions du passé as-tu besoin de reconnaître et de valider? C'est un point clé dans la réconciliation avec l'enfant intérieur. La théorie de l'attachement de Mary Ainsworth et John Bowlby suggère que nos premières expériences avec les figures d'attachement ont un impact durable sur nos relations adultes. Si tu as grandi en te sentant en insécurité ou rejeté, il est probable que tu cherches de manière inconsciente des relations où ces schémas se répètent. Accepter ces émotions et leur donner une place dans ta vie est essentiel pour briser le cycle. Parfois, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous dire que tout va bien, que l'enfant que nous étions n'était pas dans l'erreur, brisé, ni moins précieux. William James parlait du pouvoir du jeu essentiel et de la manière dont il doit être reconnu et valorisé pour que nous puissions vivre pleinement. En honorant chaque aspect de ton enfant intérieur, tu valides cette partie de toi qui a encore besoin d'être vue et entendue. Ce n'est pas un acte d'indulgence, mais un pas vers la liberté émotionnelle. As-tu pensé à quel pouvoir réside dans le fait de reconnaître que, malgré les difficultés, tu as continué? Pense à ces moments où, même petit, tu as fait face à des situations difficiles. En valorisant ces réalisations, tu renforces l'idée que, même dans les moments les plus sombres, ta résilience t'a permis de continuer d'avancer. C'est une leçon puissante pour ton enfant intérieur et pour toi-même. Martin Seligman, l'un des fondateurs de la psychologie positive, souligne que reconnaître notre résilience passée renforce notre capacité à surmonter les difficultés présentes. En te réconciliant avec ton enfant intérieur, tu apprends aussi à accepter tes erreurs. Parfois, la honte ou la culpabilité nous empêchent d'avancer parce que nous croyons que les erreurs du passé définissent qui nous sommes. Cependant, selon les mots de Carl Rogers, la véritable croissance personnelle se produit lorsque nous acceptons chaque partie de nous, y compris nos erreurs. En disant à ton enfant intérieur qu'il est normal d'avoir fait des erreurs, tu lui donnes la permission de se libérer de la culpabilité et de commencer à guérir. Tu es arrivé à comprendre que ton enfant intérieur ne cherchait que l'amour et l'acceptation. En regardant en arrière, tu peux réaliser que beaucoup de tes actions et décisions étaient motivées par ce désir d'être aimé et accepté. La théorie du docteur. Frankl sur le sens de la vie nous rappelle que nous avons tous besoin de sentir que nous sommes aimés par quelqu'un. En reconnaissant ce désir en ton enfant intérieur, tu lui donnes une place précieuse dans ta vie actuelle, lui permettant de se reposer et de se libérer de la pression de chercher validation. À la fin de ce processus, souviens-toi que tu n'as pas besoin de changer ce que tu étais pour être accepté. Ce dont tu as besoin, c'est d'accepter chaque partie de toi-même sans jugement ni attente. En te réconciliant avec ton enfant intérieur, tu fermes une étape et ouvres une nouvelle porte vers la liberté émotionnelle. En travaillant sur la réconciliation avec l'enfant intérieur, il est important de se rappeler que les événements qui nous marquent ne proviennent pas toujours exclusivement de l'enfance. Parfois, des expériences difficiles de notre adolescence, de notre jeunesse ou de notre vie adulte peuvent également engendrer des blessures profondes. Ces expériences laissent une empreinte émotionnelle qui, si elle n'est pas reconnue, peut nous amener à développer des schémas toxiques. La réconciliation avec notre passé englobe donc chaque étape où ces traumatismes ont pu se produire et nécessite une acceptation totale de nous-mêmes et de nos expériences, quel que soit l'âge à laquelle elles se sont produites. Il est courant que les expériences douloureuses se répètent dans notre vie si nous ne leur avons pas donné une résolution émotionnelle adéquate.
Cette répétition, selon Freud, est une manière dont l'inconscient essaie de réparer la blessure d'origine. Nous nous retrouvons encore et encore dans des relations ou des situations qui reflètent ces traumatismes que nous n'avons pas guéris. En pardonnant nos erreurs passées et en acceptant nos hontes ou regrets, nous commençons à nous libérer de ce fardeau émotionnel qui nous amène à répéter des schémas de manière inconsciente. Accepter les actes que nous avons commis dans le passé, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, est une étape essentielle dans le processus de guérison. Nous portons une profonde honte pour des erreurs que nous sentons définir qui nous sommes. Cependant, en embrassant ces moments d'erreur comme faisant partie de notre humanité, nous pouvons nous détacher de la nécessité de justifier notre valeur à travers des relations toxiques ou des situations conflictuelles. La véritable réconciliation avec le passé est un acte d'auto-acceptation et de pardon, un acte qui nous permet de nous libérer de la pression de chercher la rédemption chez les autres. Ce détachement de la nécessité de répéter des schémas nuisibles nous permet également d'identifier quand nous sommes dans des relations qui ne nous apportent ni croissance ni bien-être. Cela nous aide à voir clairement que nous n'avons pas besoin de revivre nos traumatismes avec d'autres pour guérir, mais que nous pouvons trouver la paix en nous-mêmes. En reconnaissant la toxicité de certaines relations ou comportements, nous ouvrons un espace pour créer des liens basés sur le respect et l'amour sincère, au lieu de dépendre de relations qui perpétuent seulement la douleur et la frustration. Dans la prochaine section, nous aborderons cette réconciliation de manière pratique à travers une histoire. À travers cette histoire, nous verrons comment ces enseignements et concepts prennent vie dans la réalité et comment le processus d'acceptation et de pardon envers l'enfant intérieur peut transformer notre façon de nous relier aux autres. L'histoire commence dans un coin de la ville de Mexico, où Mariela, une femme de 34 ans, marchait à toute allure entre les grands bâtiments du centre financier. Sa vie s'était écoulée dans une routine stricte qui s'étendait au-delà des horaires de bureau. Elle travaillait comme responsable des ventes dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville et avait réussi à gravir les échelons avec effort et sacrifice, ce qui, pour elle, représentait un mélange de fierté et de devoir. Cependant, il y avait quelque chose qui pesait dans chaque pas de Mariela, un secret qu'elle portait avec elle, sa relation avec son patron, une figure redoutée et respectée dans l'entreprise. Mariela, grande et mince, avec des cheveux foncés et raides tombant sur ses épaules, s'habillait toujours avec des costumes impeccables et élégants, un style qu'elle considérait crucial pour impressionner Fernando, son patron et amant, un homme puissant et contrôlant. Elle faisait tout pour être à la hauteur des attentes qu'il avait, convaincue que sa valeur dépendait de ce qu'il pensait. Dès les premières heures de la journée, Mariela consacrait du temps à choisir sa tenue, s'assurant que le maquillage et chaque détail soient en place. Son but n'était pas seulement le travail, elle voulait avant tout capter l'attention de Fernando. Elle arrivait au bureau avant tout le monde et s'investissait dans les projets avec une intensité qui étonnait ses collègues. Pour elle, prouver sa compétence et son dévouement était une constante dans chaque tâche qu'elle entreprenait. Fernando passait près de son bureau, lui lançant parfois des regards d'approbation ou parfois des mots d'encouragement. Cependant, ces moments étaient fugaces et Mariela attendait plus. Elle attendait toujours plus. La relation entre eux était ambiguë. Dans l'environnement de travail, personne ne savait la véritable nature de leur lien, bien que des rumeurs circulaient dans les couloirs. Quand il l'appelait dans son bureau, Mariela ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. Fernando avait l'habitude de la complimenter en privé avec des phrases calculées qu'elle chérissait, mais en même temps, il était exigeant. Il la critiquait souvent ou lui demandait des améliorations. Mariela travaillait des heures supplémentaires, sacrifiant ses week-ends et restant connectée en permanence, lui envoyant des rapports détaillés et des réponses rapides à ses messages. Souvent, Mariela observait les réseaux sociaux d'autres femmes. Elle rivalisait avec elles en silence, se comparant et regardant leur style de vie. Si elle trouvait quelque chose qui lui semblait pertinent pour attirer davantage l'attention de Fernando, elle l'adaptait à sa vie, montrant sur ses réseaux son propre style de vie, mettant en avant ses réussites et son statut dans une danse constante de validation sociale qui semblait ne jamais finir. Son profil était soigneusement construit. Une femme réussie, sophistiquée, avec une éducation enviable et des contacts influents. Mais derrière ces publications se cachait une insécurité latente
que seul Fernando parvenait à alimenter et à apaiser à sa manière. Les jours passaient et Mariela se retrouvait piégée dans un cycle d'approbation qui la consumait de plus en plus. Invitations d'amis et de la famille arguant qu'elle avait des engagements professionnels importants. En réalité, elle évitait toute activité qui pourrait interférer avec la possibilité de recevoir un message de Fernando ou que celui-ci lui demande quelque chose à la dernière minute. Quand il lui envoyait un message pour se rencontrer en dehors des heures de travail, Mariela laissait tout sans hésiter, se rendant sur place, convaincue qu'il, au fond, la valorisait. Lors d'une de ces réunions, Fernando l'invita dans un restaurant exclusif dans le sud de la ville. Mariela arrive avant l'heure convenue, excitée et nerveuse. Pendant le dîner, il lui parla de sa vision pour l'entreprise, de ses projets et de la manière dont il espérait compter sur elle pour les réaliser. Mariela hocha la tête, ravie à l'idée d'être une partie essentielle des plans de Fernando. Bien qu'au fond d'elle, elle souhaita qu'il voie au-delà de son rôle professionnel et qu'il apprécie la femme qu'elle était, les détails que Fernando laissait entrevoir sur sa vie personnelle la maintenirent accrochée dans une attente constante de quelque chose qui n'arrivait pas. Parfois, il parlait de ses amis et des fêtes auxquelles il assistait, ou des femmes avec lesquelles il sortait. Bien que ses confessions la blessaient, Mariela essayait de ne pas le montrer. Au contraire, elle s'efforçait davantage de lui plaire. Tout ce qu'elle faisait tournait autour de lui. Elle s'adaptait à ses horaires, à ses intérêts, et veillait à être toujours la première à le féliciter lors des occasions importantes ou à lui envoyer un message quand quelque chose de significatif se produisait dans l'entreprise. Mariela en venait à négliger des aspects importants de sa vie personnelle, refusant des invitations d'anciens amis ou même de ses propres parents pour être disponible pour Fernando. Les relations familiales commencèrent à se détériorer et certains de ses amis de l'université cessèrent de la chercher, fatigués de ses constantes excuses et absences. Au fond, Mariela se sentait seule, mais elle pensait que tout ce sacrifice en valait la peine si elle réussissait à conquérir le cœur de Fernando. Les mois passèrent, et Mariela s'accrochait à tout signe d'affection ou d'attention que lui offrait Fernando. Même si ce n'était que des miettes, elle savait que Fernando sortait avec d'autres femmes, mais elle se répétait qu'à un moment donné, il verrait ses efforts et son engagement. Elle essayait de se convaincre que ce qu'elle lui offrait était différent de ce que d'autres pouvaient lui donner. Cette pensée la maintenait en vie, la faisait se lever chaque jour et continuer à concourir dans cette course silencieuse où elle semblait être la seule participante. Un après-midi, alors qu'elle organisait des documents dans son bureau, Mariela reçut un message de Fernando lui demandant de monter dans son bureau. Avec le cœur battant, elle prit ses affaires et se dirigea vers son bureau. Là, il l'accueillit avec un sourire et pendant quelques minutes, ils parlèrent d'un projet important. Cependant, peu de temps après, il détourna la conversation vers des sujets plus personnels. La tension entre eux devint évidente et Mariela ressentit un mélange de joie et d'anxiété. C'était toujours ainsi. Ces moments la faisaient se sentir vivante. De retour à son bureau, Mariela ne put pas se concentrer sur son travail. Son esprit était rempli des mots de Fernando, de ses gestes, de son regard. Elle se sentait spéciale, même si elle savait au fond d'elle qu'il ne s'engageait pas et ne lui donnait pas ce qu'elle désirait vraiment. Mais Mariela continuait d'espérer, accrochée à l'illusion qu'un jour, il changerait, qu'il la verrait avec les yeux qu'elle désirait. À la fin de la journée, en consultant son téléphone, elle remarqua que Fernando avait publié une photo avec une autre femme. Son estomac se noua et une sensation de colère et de tristesse l'envahit. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait, mais Mariela trouvait toujours une justification pour continuer, pour ne pas rompre avec lui. Pourtant, la tristesse était inévitable, et cette nuit-là, elle rentra chez elle en se sentant plus seule que jamais. Une fois chez elle, Mariela s'assit devant le miroir, observant son propre reflet. La fatigue était évidente, mais au-delà de cela, elle pouvait voir une tristesse qu'elle essayait de cacher. La situation avec Fernando commençait à peser plus qu'elle n'était prête à l'admettre, et pourtant, son esprit lui disait qu'elle devait continuer à essayer, que peut-être tous ses efforts et sacrifices porteraient leurs fruits. Mariela se levait chaque jour avec la conviction qu'elle devait gagner la reconnaissance de Fernando. Peu importait si ses efforts semblaient vains, ou si, au fond, elle se sentait vide.
L'important était de remplir une mission qu'elle s'était imposée depuis petite, être la meilleure. Elle avait grandi dans une famille où les réussites académiques et un comportement irréprochable étaient le seul chemin vers l'acceptation. Ses parents étaient sérieux, réservés et stricts, et leurs conversations avec elle, rares, étaient les mots d'affection. À la place, il y avait toujours un rappel qu'elle devait redoubler d'efforts. C'était le type d'éducation qui mettait la perfection sur un piédestal, où toute erreur était considérée comme un échec du caractère. Elle se rappelait de ses années d'école où elle s'imposait d'être la meilleure en tout. Ses parents ne toléraient pas un bienfait médiocre. Pour eux, tout devait être exceptionnel. Si elle obtenait la 2e place lors d'une compétition ou un 9 au lieu d'un 10, ses parents la regardaient avec mépris. Son père, en particulier, avait une expression rigide qu'elle apprit à craindre. Chaque fois qu'on lui remettait un prix, elle levait les yeux à la recherche d'une lueur de fierté dans son regard, mais ne trouvait que la même neutralité, comme si rien n'était jamais suffisant. Cette froideur a marqué sa vie. Dès son jeune âge, Mariela avait développé un lien entre la réussite et l'acceptation. Seulement en étant la meilleure, elle se sentait à sa place dans le monde. Devenus adultes, ce schéma demeurait latent. Chaque réussite professionnelle et chaque sacrifice personnel était orienté vers l'obtention de l'approbation des autres. Une approbation qu'elle projetait en ce moment sur Fernando. Sans s'en rendre compte, il était devenu la figure d'autorité qu'elle souhaitait impressionner, comme s'il était ce professeur distant qu'elle devait convaincre de mériter une distinction spéciale. Chaque fois qu'il la complimentait ou l'invitait dans son bureau, elle sentait qu'elle montait sur une échelle invisible et, dans les moments les plus intimes avec lui, elle avait l'impression d'avoir atteint une récompense, comme si c'était le 10 qu'elle recherchait enfant. Un après-midi, alors qu'elle consultait son téléphone au bureau, Mariela décida de publier sur ses réseaux sociaux « Une femme de grande valeur mérite un homme à sa hauteur ». Elle appuya sur « Publier » et regarda son profil avec satisfaction. Dans ces mots, elle essayait de se convaincre que Fernando était cette récompense. Elle se disait qu'elle n'allait qu'avec quelqu'un du même niveau de réussite. Bien qu'elle ressentit une gêne qu'elle ne pouvait pas totalement reconnaître, elle observa son reflet dans la vitre du bureau et se demanda si elle croyait réellement ces mots ou si elle tentait simplement de combler un vide. Une fois, lors d'un rendez-vous avec Fernando dans un hôtel, il la regarda avec un sourire énigmatique et lui dit « Tu es la femme la plus ambitieuse que j'ai connue. Ça me plaît chez toi. » Mariela ressentit un frisson de satisfaction. L'approbation dans sa voix était un prix qu'elle n'obtenait pas facilement. Et pour elle, cette simple phrase la faisait sentir plus accomplie que n'importe quel succès professionnel. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas montrer trop de son enthousiasme. Fernando acquiesça et Mariela sentit que, enfin, tout valait la peine. Cette nuit-là, alors qu'ils prenaient une photo ensemble à l'hôtel, elle pensa qu'enfin, elle obtenait ce qu'elle méritait. Elle publia la photo sur ses réseaux, choisissant le meilleur angle et appliquant le filtre parfait, cherchant à ce que tous la voient comme une femme forte et sûre d'elle. Pourtant, au fond, chaque « j'aime » lui rappelait qu'elle cherchait toujours une approbation qui ne semblait jamais suffisante. Mariela remarqua l'arrivée de la nouvelle employée dès qu'elle entra dans le bureau. Daniela, une femme jeune, fraîche et sûre d'elle, irradiait un charisme qui attirait l'attention de tous. Dès son premier jour, il semblait que tous les regards, y compris ceux de Fernando, étaient tournés vers elle. Mariela ressentit une douleur dans la poitrine, en voyant comment Fernando l'accueillait avec un sourire chaleureux et attentif, quelque chose qu'il offrait rarement à quiconque. Les jours passèrent et Daniela commença à se distinguer dans ses tâches, montrant une capacité innée à attirer des clients et à conclure des accords en un temps record. En peu de temps, Fernando commença à faire des commentaires sur l'excellent travail de Daniela lors des réunions. « Daniela a beaucoup de potentiel », dit-il un jour, lançant à Mariela un regard fugace qui semblait lui dire qu'elle aussi devrait redoubler d'efforts. Ce bref regard suffit à éveiller en Mariela une inquiétude qui se transforma rapidement en anxiété. Elle commença à travailler jusqu'à tard dans la nuit, appelant de nouveaux clients, préparant des propositions détaillées et s'assurant d'être toujours disponible pour tout ce dont Fernando avait besoin. Pourtant, Fernando reconnaissait à peine ses efforts. Un après-midi,
En passant devant le bureau de Fernando, Mariela entendit son rire venant de l'intérieur. Elle jeta un coup d'œil par la porte entrebâillée et vit Daniela assise en face de lui, parlant avec enthousiasme pendant que Fernando l'écoutait avec intérêt. Mariela sentit un nœud dans l'estomac, un mélange de jalousie et de colère qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cela ne peut pas être en train de se produire, pensa-t-elle. Toutes les fois qu'elle avait été dans ce même endroit à essayer d'attirer l'attention de Fernando, chaque fois que Fernando se trouvait avec Mariela, ses éloges semblaient de plus en plus rares et distants. Bien qu'elle redoublait d'efforts en fermant des contrats importants pour l'entreprise, Fernando continuait à louer les réussites de Daniela en public. Mariela tentait de maintenir une attitude indifférente, mais à l'intérieur, chaque mot de Fernando se plantait profondément en elle, attaquant directement son estime de soi. C'était comme si toute la sécurité qu'elle avait construite s'effondrait devant la présence de cette jeune femme qui occupait maintenant la place qu'elle avait eue jusqu'à peu. Les réseaux sociaux devenaient un refuge amer. Mariela publiait des photos avec des messages sur sa valeur et son succès, essayant de projeter une image de contrôle. Pourtant, elle se sentait plus exclue que jamais. Un jour, en parcourant son fil d'actualité, elle vit une publication de Daniela avec Fernando, où ils apparaissaient tous deux souriant largement. L'image était inoffensive pour quiconque la voyait, mais pour Mariela, elle représentait un coup direct. Cette photo était une confirmation qu'elle avait été remplacée. Dans une ultime manœuvre pour récupérer sa position, Mariela décida d'organiser une réunion importante avec un client potentiel qui pourrait générer de grands revenus pour l'entreprise. Elle mit tout son cœur à préparer chaque détail, persuadée que si elle parvenait à conclure ce contrat, Fernando la reverrait comme avant. La réunion fut un succès. Le client impressionné accepta de signer un contrat millionnaire. Mariela rentra au bureau, excitée, espérant recevoir au moins des félicitations de la part de Fernando. Cependant, lorsqu'elle lui parla de l'accord, il se limita à hocher la tête et à lui dire d'un ton inattendu « Bon travail !» Le cœur de Mariela se mit à sombrer en entendant ces mots si vides et distants. Il n'y avait aucune trace de la chaleur qu'elle avait jadis perçue. Fernando la regarda juste un moment de plus avant de reprendre son travail, comme si ce que Mariela avait accompli n'était qu'une tâche parmi tant d'autres. Le véritable coup arriva quelques jours plus tard lorsqu'elle vit une publication de Daniela sur les réseaux sociaux. La jeune femme avait partagé une photo dans un restaurant élégant où, bien qu'elle n'ait pas été en compagnie de Fernando, le contexte et les mots laissaient entendre qu'ils étaient ensemble. Mariela comprit alors qu'il avait choisi Daniela pour occuper la place qu'elle avait tant essayé de préserver. C'était comme si un rideau de réalité tombait devant ses yeux, lui montrant ce qu'elle avait jusqu'alors refusé de voir. Elle n'avait été qu'une de plus dans la liste de Fernando, quelqu'un qu'il pouvait remplacer facilement. Elle se remémora les promesses de Fernando concernant son divorce, ses paroles pleines de faux espoirs, lui disant que cette fois-ci, c'était réel. Mais à chaque fois, ses promesses restèrent vides. Elle avait toujours voulu croire que, malgré tout, il la choisissait, elle. Mais maintenant, en voyant comment il portait son attention sur Daniela sans aucun remords, Mariela se rendit compte que toutes ses promesses n'avaient été que des mots vides. Cette nuit-là, elle rentra chez elle et s'assit au bord de son lit, regardant le vide. Elle se sentit comme une petite fille qui s'était efforcée en vain de gagner l'amour de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été intéressé. Après tant de jours de larmes contenues et de nuits sans sommeil, Mariela atteignit finalement un point de rupture. Ce fut une nuit où, épuisée par ses efforts inutiles et ses constants refus, elle décida de chercher des réponses dans des vidéos et des lectures qu'elle avait ignorées si longtemps. Les mots de psychologues comme Sorizo et surtout les enseignements de Rolando commencèrent à résonner dans son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette phrase que Rolando répétait « La clé n'est pas de gagner, mais de savoir pourquoi vous rivalisez ». Ces mots la firent remettre en question pour la première fois ce qu'elle essayait de gagner et pourquoi elle avait toujours senti qu'elle devait être la meilleure. Un après-midi, après une longue journée de travail, alors qu'elle était devant son ordinateur, elle décida de se rendre en thérapie dans un centre d'assistance psychologique. Elle ressentait de la honte au début, même une certaine peur, car elle avait toujours pensé qu'elle n'avait pas besoin d'aide.
Mais en arrivant et en voyant que la majorité des participants étaient des personnes survivantes de maltraitance, elle commença à réaliser l'importance de prendre soin d'elle-même, comprit qu'elle luttait également avec quelque chose de profond, quelque chose qui avait des racines dans ses blessures émotionnelles les plus anciennes. C'était un changement radical, quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis d'accepter, qu'elle était brisée, qu'elle méritait aussi de guérir. Lors d'une des séances, le psychologue écouta attentivement chaque détail de son histoire, chaque effort inutile, chaque sacrifice en vain, et à la fin, il lui offrit une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. « Mariella, je crois que ce que tu vis est une projection de ce dont tu as souffert dans ton enfance. Tu cherches l'approbation de ton patron de la même manière que tu tentais de gagner l'affection de tes parents et de tes enseignants. Il représente cette figure d'autorité que, dans ton esprit, tu dois encore impressionner pour sentir que tu vaux quelque chose. » Ces mots furent comme un éclair au milieu de sa tempête. Mariella comprit qu'elle avait passé des années à répéter le même schéma, s'efforcer jusqu'à l'épuisement pour gagner l'affection de quelqu'un qui la verrait toujours comme une option jetable. Elle avait transformé Fernando en une sorte de symbole de ce qu'elle avait vécu depuis petite. Cette révélation fut libératrice et douloureuse à la fois. La blessure de son enfance, ce besoin insatiable d'être la meilleure pour recevoir de l'amour, se projetait encore et encore dans ses relations présentes. Alors, « Je n'ai pas à être toujours performante ?» demanda-t-elle à voix basse, presque comme si elle s'adressait à cet enfant intérieur qu'elle avait réprimé pendant si longtemps. Le psychologue lui sourit et lui dit « Non, Mariella, tu n'as pas toujours à être performante. C'est bien d'être vulnérable. En fait, c'est ce qui te rendra réellement libre. » Pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle pouvait simplement être Mariella, sans avoir besoin de briller constamment pour se sentir précieuse. Ce changement de perspective l'incita à réévaluer tout dans sa vie, y compris sa relation avec Fernando et sa position dans l'entreprise. Elle commença par revoir son contrat et établir des limites claires dans son travail. Elle se rendit compte qu'elle avait consacré des heures supplémentaires simplement pour plaire à quelqu'un qui ne la voyait pas comme une personne, mais comme une ressource remplaçable. Elle décida de limiter ses heures au bureau et de ne plus répondre aux emails et aux messages en dehors des heures de travail. Soudain, le travail n'était plus sa seule source de validation. Avec cette nouvelle approche, Mariella sentit un poids énorme se lever de ses épaules. La pression d'impressionner Fernando commença à s'estomper et pour la première fois, elle commença à penser à ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie. Elle se souvint combien elle aimait peindre à l'huile, une passion qu'elle avait mise de côté depuis des années. Le lendemain, elle se rendit dans un magasin d'art et acheta quelques matériaux, excitée de se reconnecter à cette partie d'elle qui avait été cachée sous des couches de perfectionnisme et de besoin d'approbation. Elle commença à passer ses après-midi à peindre, se consacrant du temps à elle-même, explorant les couleurs, les formes et les textures. Chaque coup de pinceau était une libération, une façon d'exprimer tout ce qu'elle avait réprimé pendant des années. Son cœur, qui jusque-là avait été piégé dans une relation malsaine et dans une quête désespérée de reconnaissance, commença à trouver la paix dans la tranquillité de ses propres traits. Les jours passèrent, et Mariella remarqua comment ses publications sur les réseaux sociaux changeaient. Elle n'avait plus besoin de montrer au monde ce qu'elle avait ou le statut qu'elle avait atteint. Au lieu de cela, elle postait des photos de ses peintures, de ses moments de tranquillité et des phrases sur ce qui importait vraiment dans sa vie. Le besoin de validation s'estompait peu à peu, tandis qu'elle se permettait d'explorer qui elle était sans la pression d'être toujours la meilleure. Un après-midi, en peignant, elle se souvint des mots de Rolando. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de comprendre pourquoi nous cherchons à le faire. Pour la première fois, ces mots avaient un sens profond. Elle comprit qu'elle avait passé toute sa vie à poursuivre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais atteindre si elle continuait à se mesurer aux réalisations des autres. Son bonheur était entre ses propres mains, dans la paix qu'elle trouvait en mettant de côté les attentes externes. Finalement, Mariella se sentit libre d'être elle-même, sans attendre l'approbation de personne d'autre. Dans cette partie de l'histoire de Mariella, le véritable apprentissage survient lorsqu'elle parvient à se réconcilier avec cette partie de son enfance qui lui faisait croire qu'elle n'était précieuse que si elle se distinguait, si elle respectait un standard de perfection imposé.
Comme l'expose Rolando dans ses enseignements, Mariela découvre que ceux qui aiment vraiment le font sans condition ni attente de succès ou de réalisation. Cette prise de conscience devient le cœur de sa guérison, une révélation qui l'aide à voir que tout ce temps consacré à impressionner Fernando et à chercher l'approbation externe ne faisait que l'éloigner de sa véritable essence. Elle apprit qu'il n'était pas nécessaire de prouver quoi que ce soit pour mériter l'amour de quelqu'un. Être simplement elle-même suffisait. Le chemin de réconciliation de Mariela l'amena à comprendre que l'excellence ne définit pas la valeur d'une personne. Comme le souligne la docteure Nicole Parra, l'enfant intérieur a besoin d'être aimé tel qu'il est, avec ses défauts et ses forces. Dans son processus thérapeutique, Mariela parvint à un point d'acceptation de cet enfant qui avait autrefois cru qu'elle ne serait aimée que si elle obtenait les meilleures notes, les plus grands succès, ou si elle atteignait un statut que ses parents considéraient digne. La guérison est survenue lorsqu'elle a compris que l'amour véritable ne se gagne pas par des mérites ou des réussites, mais à travers l'authenticité et l'acceptation de soi. Une autre idée contribue également à ce processus de guérison en exposant que les personnes qui nous aiment vraiment nous acceptent sans filtre ni attente. Mariela a compris que chercher à être toujours la femme de haut statut était un masque qu'elle utilisait pour compenser son insécurité, cette voix intérieure qui lui disait qu'elle n'était pas à la hauteur. En laissant aller ce besoin, elle a compris que ceux qui l'aimeraient le feraient, qu'elle soit une cadre accomplie ou une simple travailleuse. Cette notion l'a libérée du fardeau d'essayer d'être parfaite, lui permettant d'être vulnérable et ouverte à recevoir de l'amour de manière authentique, sans prétention ni attentes irréalistes. Au fur et à mesure qu'elle approfondissait sa connaissance de soi, elle a commencé à comprendre qu'il n'était pas nécessaire de rivaliser pour un statut, des possessions ou des revenus pour être aimée. En réfléchissant aux enseignements de Goi Koekea, elle a vu que l'amour véritable ne repose pas sur la quantité de biens matériels ou de succès professionnels que quelqu'un possède. Cette leçon lui a permis de se libérer de la pression de paraître sur les réseaux sociaux, de publier des photos et des réussites dans le but d'impressionner. Elle a compris que sa valeur propre ne réside pas dans les objets que l'on possède, ni dans les succès que l'on exhibe, mais dans l'authenticité de qui elle est, indépendamment de la façon dont la société peut la valoriser. Cette transformation l'a également aidée à cesser de chercher à obtenir l'attention et l'approbation de Fernando ou de toute autre figure d'autorité. Goi Koekea affirme que l'amour n'est pas un prix à gagner, mais un cadeau à recevoir de celui qui voit en vous une valeur intrinsèque. En intégrant cette idée, Mariela a commencé à cultiver une relation avec elle-même basée sur le respect et l'acceptation, quelque chose qu'elle recherchait auparavant dans l'approbation des autres. Sa valeur ne résidait pas dans les reconnaissances, ni dans les positions de pouvoir qu'elle pouvait atteindre, mais dans sa capacité à se connecter avec sa véritable essence. Ce processus de connaissance de soi lui a fait rappeler ces mots de la Pera sur le pardon de l'enfant intérieur. Mariela a accepté que son perfectionnisme et son besoin d'approbation étaient des réponses apprises durant son enfance, une enfance où elle cherchait toujours à être la meilleure pour mériter l'affection de ses parents. Elle comprenait maintenant que cet enfant n'avait pas besoin de plus de réussite, mais d'amour et de compréhension. Au lieu de lui reprocher, elle lui a donné la permission d'être humaine, de se tromper et de se libérer du fardeau de l'excellence. En le faisant, elle a cessé de voir son patron et d'autres figures d'autorité comme des personnes à impressionner. Maintenant, ce n'étaient que des personnes dans sa vie, sans le pouvoir de définir sa valeur. L'apprentissage final que Mariela a intégré a été que personne ne peut combler le vide qu'elle devait elle-même guérir de l'intérieur. Aucun succès, statut ou approbation externe ne pouvait satisfaire l'amour-propre qu'elle devait construire. Ainsi, son chemin vers la réconciliation l'a menée à trouver la paix dans ses propres talents, dans ses propres réussites, sans avoir besoin de les partager pour recevoir reconnaissance. Elle a compris que la véritable valeur de ses réussites ne résidait pas dans l'approbation des autres, mais dans la signification personnelle que ces réussites lui donnaient. De plus, la lecture d'auteurs comme Robin Norwell et l'analyse de ses schémas répétitifs lui ont montré qu'elle projetait dans ses relations adultes le manque d'affection qu'elle avait ressenti étant enfant. En prenant conscience de cela, Mariela a pu se libérer du cycle d'attirer des relations où sa valeur dépendait de la validation externe.
Elle a compris que personne ne devait satisfaire ses besoins émotionnels les plus profonds, sauf elle-même. Et que lorsque l'amour véritable viendrait, ce serait quelqu'un qui l'aimerait sans attendre qu'elle remplisse une série d'attentes ou de réussites. L'histoire de Mariella nous montre comment l'amour véritable est celui qui permet d'être vulnérable, qui n'exige ni succès ni perfection. Avec ce changement de perspective, Mariella a transformé sa manière de voir les relations et l'amour. Cette compréhension ne l'a pas seulement aidé à se libérer d'une relation toxique, mais aussi à réorienter sa vie vers ce qui lui apportait vraiment la paix. Lorsque nous atteignons ce moment de questionnement sur les raisons pour lesquelles nous restons dans des relations ou des situations qui nous blessent, la première chose qui surgit est un besoin sincère de changement. Mais ce changement, pour qu'il transforme réellement, doit venir d'un engagement profond envers soi-même, d'une promesse de prendre soin de soi, de se respecter et de se protéger à chaque étape du chemin. Les histoires et exemples que nous avons partagés ne sont pas seulement des expériences d'autres, mais des portes qui ouvrent un espace en vous pour examiner votre vie et décider ce dont vous avez réellement besoin pour guérir et avancer. Si vous vous sentez identifié à cette situation, je veux vous inviter à prendre un moment et à regarder la vidéo de Rolando que je vous recommande. Dans cette vidéo, Rolando explore comment l'amour de soi n'est pas seulement une idée abstraite, mais un chemin de décision concrète et d'action qui vous mène à choisir ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui vous aide à grandir et à vous libérer de la dépendance émotionnelle et des relations qui vous limitent. Cette vidéo peut vous offrir une perspective unique et renforcer votre engagement envers ce processus de guérison. Cette vidéo se trouve dans le premier lien en description et dans le premier commentaire. L'autre jour, j'étais en vidéoconférence avec un ami et il m'a fait comprendre à quel point notre langage doit être soigneusement utilisé avec chaque mot que nous lâchons, car ils peuvent soit nous aider à valoriser ce que nous sommes déjà, soit ruiner notre perception de nous-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Cela fait presque 90 jours que je réalise un défi personnel appelé « Mode moine », qui implique de me lever tôt, de faire de l'exercice, d'avoir une alimentation saine et de maintenir mes habitudes de manière constante. Ce que j'avais dit à cet ami, c'est que la veille, je n'avais pas tenu ma promesse de me lever à 6h30 du matin. Pour cette raison, j'ai engagé un processus de réconciliation avec moi-même, promettant de tenir ma parole. J'ai échangé cela contre le fait de m'honorer, et pour moi, cela a été comme « Waouh !» Ça faisait vraiment une différence, car même pour moi, cela semblait beaucoup plus puissant et poétique de dire « m'honorer ». S'honorer implique de se traiter avec excellence. Tenir sa parole, en revanche, peut venir d'un sentiment d'obligation. À quel point la relation que vous avez avec vous-même peut-elle s'améliorer juste en changeant un mot dans votre vocabulaire intérieur? Et dites-moi, aujourd'hui, allez-vous tenir votre promesse ou l'honorer? J'aimerais beaucoup savoir. Maintenant, quand vous décidez d'appliquer ces enseignements dans votre vie, de nombreuses questions surgissent. Que êtes-vous prêt à faire pour vous libérer de ces schémas? Quelles choses, personnes ou relations êtes-vous prêt à laisser derrière vous pour protéger votre paix? Cela peut être difficile au début et vous pouvez même ressentir de la résistance, mais voici le secret. Chaque petit pas compte. Au lieu d'essayer de tout changer d'un coup, commencez par de petites actions qui vous permettront de cultiver une relation solide et aimante avec vous-même. Comment pouvez-vous vous accorder un espace quotidien pour réfléchir et vous remercier pour les réalisations que vous obtenez, aussi petites soient-elles? Posez-vous également la question, de quelle manière avez-vous permis à la validation externe de définir votre valeur? Combien de fois avez-vous cherché l'approbation des autres au lieu de vous écouter vous-même? Lorsque vous commencez à observer cela, l'étape suivante consiste à travailler à la construction d'une source interne d'amour et de reconnaissance. Une source qui ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ce que vous ressentez et pensez réellement de vous-même. Ce processus n'est pas facile, mais il vous rapprochera de la paix et de relations plus saines, où votre valeur ne dépend pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Maintenant, considérez ce qui suit. Quelles activités, loisirs ou objectifs avez-vous mis de côté parce que vous ne pensiez pas qu'ils valèrent la peine sans reconnaissance externe? Se reconnecter à ce qui vous rend vraiment heureux, indépendamment de la validation, est l'une des manières les plus puissantes de construire une base solide d'amour de soi. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de cette partie authentique de vous
de cette version de vous qui n'a pas besoin d'approbation, mais seulement d'un espace pour s'exprimer. Si ce contenu a résonné avec vous, je vous invite à vous abonner pour que nous puissions continuer à explorer ces thèmes et à trouver des outils qui nous permettent de vivre pleinement. Partagez dans les commentaires quel enseignement vous a le plus touché et comment vous allez l'appliquer dans votre vie. N'oubliez pas que chaque commentaire est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble en tant que communauté.